Joamo, est-ce qu'on est venu voir? National du patrimoine culturel, architecte et géographe. Stratégiste, archéologue et anthropologue. Des programmes chargés de mission auprès de la présidence du centre. Directeur de l'école. Bonjour, Akwaba, Barkadazoua, Mikwabo. C'est pour moi aujourd'hui un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce premier webinaire Joamo, un projet développé dans le cadre d'un partenariat, d'une collaboration internationale originale entre l'École du patrimoine africain basée à Porto-Novo au Bénin, les restes de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la FAC, le campus AFD, en partenariat avec la Fondation Sissou, le Fonds pour le patrimoine mondial africain, le REVAX et le Centre Pompidou. Alors, c'est quoi Joamo? Joamo, c'est de nombreux experts qui se sont mobilisés autour de ce projet durant plusieurs mois pour nous offrir des contenus de formation très riches. C'est une application mobile gratuite pour un apprentissage agile et innovant des professionnels internationaux du secteur du patrimoine en Afrique. C'est aussi une plateforme, un réseau, une plateforme fédératrice d'échange d'intelligence collective qui vise à accompagner nos nouvelles coopérations entre les pays d'Afrique et la France. Alors, je suis Jean-Paul Lawson, je suis doctorant en études patrimoniales à CYCRJ Paris Université. Et au sein du projet Joamo, j'ai la lourde charge d'accompagner l'organisation de ce réseau, de cette communauté qui est en train de s'animer aujourd'hui et qui s'agrandira dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pour ce premier webinaire d'1 heure, oui, nous n'avons pas beaucoup de temps à passer ensemble, je vous propose rapidement d'entrer dans le vif du sujet, de découvrir un peu les atouts de l'application Joamo avec Nilda Prianto, désolé, qui est responsable du projet à la FAC. Et dans un second temps, de discuter avec des experts du patrimoine africain, Cathy Dieng, qui est doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est membre de l'équipe pédagogique de ce projet, le docteur Franck Ogou, directeur de l'école du patrimoine africain, qui est partenaire de Joamo, Béli Herman Yangao, directeur du patrimoine culturel au Burkina Faso, Ibrahim Chan, directeur et cofondateur de l'Ecomusée Tata Somba, un musée un peu particulier qui va nous présenter tout à l'heure. Alors, sans transition aucune, je vais laisser la parole à Nilda pour qu'elle puisse nous proposer ce voyage initiatique dans le monde du projet Joamo. Nilda? Merci beaucoup Jean-Paul et bonjour à tous. Voilà, j'ai ma petite présentation. Donc, dans les 10 prochaines minutes qui vont suivre, je vais essayer de vous présenter brièvement l'application mobile, mais aussi et surtout comment on a pu collaborer tous ensemble avec du coup de nombreux experts pour donner vie à ce parcours de formation et à cette application mobile. Donc, comme Jean-Paul l'a introduit, Joamo se veut vraiment un espace d'échange et de transmission. Et donc, ça se ressent dans l'application mobile où, si je l'espère, certains d'entre vous l'ont déjà téléchargé, vous pourrez retrouver en premier onglet tout un espace, un wall, hein, donc un espace où vous pourrez retrouver des actualités à la fois sur le projet, comme par exemple ce webinaire d'aujourd'hui, mais aussi des actualités sur le secteur des musées et patrimoine en Afrique, et aussi sur les différentes formations qui composent le parcours de formation Joamo.
Donc l'application est téléchargeable sur tous les stores Apple et Google gratuitement. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, il suffit de la télécharger et vous aurez directement accès à la fois à ces actualités, mais aussi à un parcours de formation qui est directement et entièrement sur l'application mobile. Le choix d'une plateforme mobile n'est pas du tout anodin, puisque bon, déjà, il se rapproche un peu de notre quotidien. On a tous a priori un mobile et il représente aussi pas mal d'avantages pédagogiques. Donc, quand vous aurez l'opportunité de suivre ces formations, vous verrez différents types de médias qui permettent à chaque fois de donner une approche différente des contenus. Donc, il y aura des images, de l'écrit, des vidéos, de l'audio, mais aussi des activités ludiques, donc des petits quiz, des jeux d'association, etc., qui vont permettre de suivre la formation en entier, et aussi de favoriser l'ancrage des différentes connaissances. Et donc, concrètement, sur l'application Joamon, vous allez retrouver un parcours composé de 6 formations. Un parcours qui dure environ 8 heures, où chaque formation fait entre 1 heure et 1 heure et demie, et qui sont le fruit d'un travail commun avec différents experts et une équipe pédagogique assez complète que je vais vous présenter et qui ont vraiment travaillé pour vous proposer un parcours de 6 formations avec un objectif principal qui était de vraiment identifier les principaux enjeux relatifs aux pratiques muséales patrimoniales en Afrique et de surtout valoriser une vision africaine de ces différents enjeux. Donc, pour revenir un peu sur la méthode et comment on a justement construit ce parcours de 6 formations. Donc, on s'est reposé sur une équipe pédagogique composée de 5 experts. Donc, Maria Gravari-Barba, Jérôme Zamassou, Cathy Diang, Sylvestre Djekpoto et Cécile Tounoucoin, qui ont collaboré tous ensemble pour, sur la base du MOOC qui a été réalisé par Maria Gravari-Barba sur les défis et perspectives du patrimoine africain. En partant de ce contenu, on cherchait à le retravailler pour donner vie à ce nouveau parcours de 6 formations. Donc, chacun a pu apporter son expertise et en plus de ces contenus, on a pu réaliser différents ateliers experts qui étaient en fait des ateliers de réflexion qui avaient pour objectif de vraiment nourrir les contenus qu'on avait déjà avec des expertises plus spécialisées de la part de professionnels du secteur qui ont accepté justement de contribuer à ce parcours et qui nous ont permis d'apporter d'autres visions, des exemples, des ressources complémentaires qui aujourd'hui sont dans la formation mobile. Donc, on a pu faire 3 ateliers. Chaque atelier avait, je vous laisserai voir un peu les différentes personnes qui ont collaboré. Certaines sont, je crois, présentes autour de la table. Ces experts se sont réunis au cours d'ateliers qui ont duré chacun un peu plus de 2 heures pour, du coup, réfléchir à des problématiques bien spécifiques qu'on a pu identifier en amont. J'ai plus mon... Ah, voilà, merci. Des problématiques qu'on a pu identifier en amont. Et donc, le premier atelier a porté plutôt sur tout ce qui était patrimoine mondial, le rôle des différents acteurs et principalement la place aussi des communautés dans les processus de patrimonialisation. Le second atelier a porté plutôt sur tout ce qui était musée, comment attirer le public et toutes les nouvelles formes de musées qui peuvent exister. Et enfin, le dernier atelier a porté sur toutes les questions de restitution. Et donc vraiment, vous pourrez retrouver dans les formations les apports de chacun de ces experts dans tous les exemples qui sont cités, dans les points de vue, les différentes visions, etc. Et en parallèle de ce travail d'experts qui a permis d'enrichir le contenu déjà rédigé par l'équipe pédagogique, Daniel Wozni
Et le réseau Revax, à l'aide du réseau Revax, a pu construire une activité qui est un peu particulière, qui est déjà disponible dans la formation 1 de l'application en ligne, qui est quasiment entièrement en son, puisque l'idée de ce module, c'était vraiment de donner des pistes de réflexion en se basant sur 4 mots que nous, on a identifiés et comment ils pourraient être transposés à travers deux langues. Donc, on a choisi le Wolof et le Pulaar. Et donc, si vous parcourez cette activité, vous pourrez entendre les différentes réflexions et comment on peut transposer l'objet du musée, le musée ou le mot patrimoine dans ces langues. Et pour terminer, je vous ai parlé de vidéos. Donc, on a réalisé des tournages au Sénégal, à Paris et au Bénin pour du coup interviewer des experts qui ont pu réaliser à qui on a posé des questions bien précises. Et avec ces contenus, on a réalisé des petites capsules de 2 à 3 minutes qui sont disponibles dans la formation et qui permettent d'illustrer et d'incarner un peu les différents contenus pour justement varier les plaisirs, si je puis dire, tout au long de ce parcours de formation. Donc, j'espère vous avoir donné envie d'accéder à ce parcours de formation. Et donc, du coup, je vous invite à télécharger l'application qui est disponible sur tous les stores, soit en scannant le QR code que vous pouvez voir, ou alors en tapant Joe Hamon directement dans la barre de recherche. Vous pourrez le retrouver. Donc, aujourd'hui, on a déjà 3 formations qui sont disponibles. Les autres seront mises au cours des prochaines semaines, donc les 3 dernières formations. Et donc, du coup, elles sont vraiment accessibles à tous. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous connecter. Il suffit vraiment de télécharger l'application. Alors, j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on y répond tout de suite, Jean-Paul. Ou si, Oui. Alors, je regarde rapidement dans la chat box pour voir s'il y a des questions par rapport à l'utilisation au téléchargement de l'application. Alors, pour le moment, je n'en vois pas. Peut-être que dans la seconde partie, des questions vont venir. Je te referai monter pour que tu puisses y répondre. Merci pour ta présentation. Alors, comme vous l'avez vu, Joe Hamon, c'est une application qui est disponible pour tous. Partout où nous sommes, sur notre téléphone, nous pouvons avoir accès à Joe Hamon. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. C'est notre outil. Essayons au maximum de nous l'approprier. Alors, je l'annonçais dans mon introduction tout à l'heure. Ce webinaire s'organise en 2 parties. La première partie qui a été la présentation de l'application Joe Hamon par Nilda. Et dans cette seconde partie que nous allons commencer, ce sera un échange, une discussion à bâton rompu, sans trop de fioriture, avec quelques experts du patrimoine africain. Je souhaiterais, avant même de leur demander d'allumer leur caméra pour que nous puissions commencer cet échange, les remercier d'avoir accepté spontanément d'intervenir, de participer à cette table ronde dans le cadre de ce premier webinaire. Alors, chers panélistes, Cathy Dieng, je rappelle, vous êtes doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes membre de l'équipe pédagogique de ce projet. Nous avons avec nous Béli Eman Yangao, qui est le directeur du patrimoine culturel du Burkina Faso, et Ibrahim Chan, qui est directeur et cofondateur de l'écomusée Tata Somba dans le nord du Bénin. Normalement, si tout se passe bien, nous serons rejoints tout à l'heure par le docteur Franck Ogou, qui est directeur de l'école du patrimoine africain. Mais tout de suite, je vais commencer et comme on a l'habitude de dire, honneur aux dames. Ma première question s'adresse tout de suite à Cathy. Dans le cadre de ce projet Joe Hamon, vous avez, dès le début, été associé. Comment, pour vous, et en quoi la formation continue et le développement professionnel des spécialistes du patrimoine africain
sont essentielles pour renforcer les capacités de ces acteurs-là sur notre continent. Cathy. Bonjour et merci beaucoup Jean-Paul et à toute l'équipe. Donc Duamon, c'est un projet, je dirais, tout à fait révolutionnaire et qui va justement permettre le partage de bonnes pratiques entre les différents experts des musées, mais également entre les différents professionnels du patrimoine et aussi tout simplement les amis du patrimoine qui vont utiliser cet outil. Alors, la formation professionnelle est très, très importante parce que l'Afrique, et notamment sur le domaine des musées, est confrontée à beaucoup de défis, que ce soit les défis technologiques, que ce soit les défis qui sont liés à la conservation ou à la gestion des réserves, les défis de numérisation. On a aussi donc tout ce qui est lié à la dégradation des collections. Nous avons plusieurs exemples dans les formations, donc le défi des digitalisations et comment utiliser Internet et la numérisation à bon escient. Et donc Duamon est un outil qui va permettre justement à tous ces professionnels-là donc de se connecter, mais aussi d'échanger et aussi de savoir un tout petit peu ce qui se fait. Parce que Duamon est le fruit d'une excellente, je dirais, collaboration entre des chercheurs expérimentés et donc nous verrons en fait que dans le contenu en fait est très 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 intéressant. On va voir en fait donc l'exemple de formation professionnelle qui existe déjà au niveau du continent, mais également une réflexion sur ce qui pourrait se faire et ce qui pourrait être amélioré. Et donc, pour relever justement tous ces défis auxquels l'Afrique, le patrimoine africain est confronté aujourd'hui, donc Duamon va pouvoir justement permettre cet échange et aussi donner ces exemples de bonnes pratiques dont je parlais. Je prendrai par exemple l'exemple de la Savama, peut-être qu'on en reparlera, du centre Ahmed Baba au Mali pour tout ce qui est les défis liés à la technologie, la fondation Zinsou, le musée, plusieurs musées en Afrique, par exemple, comment est-ce que la technologie est utilisée dans les musées modernes comme le musée des civilisations en Afrique, etc. Et aussi, donc, Duamon aborde tout ce qui est collaboration au niveau national, régional, international, etc. Et donc, tout cela va permettre justement aux professionnels donc, de mieux échanger les bonnes pratiques. D'accord. Échanger les bonnes pratiques, discuter entre eux, se faire former. Exactement. Voilà, se faire former, organiser des rencontres allant au-delà du simple fait de travailler tout le temps sur les mêmes questions, sortir un peu des sentiers battus aussi. Exactement. Parce que très souvent, quand on parle de patrimoine, on est tout de suite en train de regarder le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel, mais il y a d'autres types de patrimoine. Le patrimoine de proximité, le patrimoine industriel, les archives. Donc, tout ça, Duamon, finalement, ça arrive comme un outil au service de toutes ces questions-là. Exactement. Alors, donc,
par exemple, donc tout ce qui est patrimoine immatériel, c'est vraiment très 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 important. Et comme vous l'avez dit, Diohamon permet de sortir des sentiers battus, justement en proposant une définition du patrimoine africain, des patrimoines africains d'ailleurs au pluriel, et aussi au niveau des formations. Diohamon aborde tout ce qui est formation, par exemple universitaire, tout ce qui est formation dans les écoles, parce que la formation au patrimoine se fait donc dès le bas âge, et donc aborde tout ce qui est expression culturelle en Afrique, et également donc essaie de rompre un tout petit peu avec la notion de patrimoine telle qu'elle est véhiculée actuellement. Donc, justement, en abordant ce côté du patrimoine africain, qu'est-ce que le patrimoine africain exactement? Merci, Cathy. Alors, tout de suite, la question de la formation continue, c'est vrai, on vient de le dire, ça constitue un défi majeur pour les professionnels africains, mais pas que. Alors, ma question suivante va s'adresser à Béli. En tant que conservateur du patrimoine, monsieur Niangao est aujourd'hui directeur du patrimoine culturel du Burkina Faso. Comment est-ce que les musées, les professionnels du patrimoine en Afrique peuvent-ils s'adapter aux défis actuels tels que la conservation, la numérisation et l'accès au patrimoine culturel pour tous? Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour Lawson. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de participer donc à ce webinaire. Pardon. Je voudrais aussi saluer ma collègue qui vient de me précéder, Madame Cathy, pardon. Voilà pour les idées qu'elle a partagées avec nous. Alors, en termes de défis de la conservation du patrimoine aujourd'hui par les jeunes professionnels dans nos pays, alors ce qu'il faut dire d'emblée, de mon point de vue, c'est que on ne peut pas conserver ce qu'on ne connaît pas. Donc, dans un premier temps, il faudra donc développer donc tout ce qui est inventaire et tout ce qui est donc documentation. Donc, pour pouvoir assurer la conservation efficace de notre patrimoine culturel, il faut regarder notre façon de l'inventorier, notre façon de le documenter, parce que c'est ça qui fournit les clés pour des recherches ultérieures. Parce qu'on ne peut pas intervenir, par exemple, sur un site du patrimoine que l'on ne connaît pas. La connaissance du patrimoine, ce n'est pas seulement aller prendre les dimensions d'un monument historique, etc., etc. La connaissance du patrimoine, ce n'est pas les premières informations que j'appelle les informations de première main qui concernent un objet d'une collection muséale. Il faut aller au-delà de ça pour avoir un peu une sorte d'historique même de ce patrimoine, comment il a évolué dans le temps, voilà, à quoi il a servi, quels ont été donc son apport donc à la culture d'une manière générale. Et tout ça aujourd'hui, je pense que en termes de défis, ça s'impose comme un préalable. Après ça aussi, ce qui va nous permettre donc d'assurer ces inventaires, de réaliser ces inventaires avec le plus de professionnalisme, de documenter ces patrimoines avec le maximum d'informations, c'est ce que j'appelle d'une manière générale l'univers technologique. Et je pense que dans la présentation qui vient d'être diffusée, nous avons eu les clés pour comprendre un peu quels étaient les enjeux qui sont liés donc à l'utilisation, donc ou bien à l'accès donc à cet univers technologique-là et les avantages qu'il peut offrir. Parce qu'aujourd'hui, en termes de conservation, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent aujourd'hui d'assurer vraiment la conservation des collections pour ce qui concerne les musées et des autres espaces et sites du patrimoine. En termes de valorisation, il y a aussi des mécanismes, des moyens dans cet univers technologique-là aussi qui nous permettent de diffuser les informations qui sont relatives donc à ce patrimoine. Mais l'autre chose aussi qui concerne les patrimoines africains en particulier, c'est là où il y a les interdits, là où il y a une sorte, des sortes de spiritualité qui impose parfois un certain nombre de tabous.
Donc, en même temps qu'on conserve donc, ces patrimoines qui sont essentiels donc, à la définition de nos identités respectives, comment est-ce qu'on concilie les mesures de protection du point de vue des coutumes avec les politiques publiques qui tendent donc à la valorisation, et qui dit valorisation dit diffusion, accès pour une large audience, etc. Donc, du coup, pour moi, je pense en toute sincérité, de mon point de vue, que bien que l'univers technologique nous permette aujourd'hui d'assurer, de faciliter donc la gestion de notre patrimoine culturel d'une manière générale, en même temps aussi, il faut faire attention donc à ces patrimoines particuliers, voilà, à ces patrimoines particuliers qui nécessitent donc peut-être d'autres approches dans leur conservation. Voilà. Merci, Monsieur Nyangao, pour votre intervention. C'est vrai que tout de suite, quand on parle de patrimoine, quand on parle de musée, on pense déjà à des collections. Alors, il peut arriver quand même qu'il y ait des musées qui n'aient pas de collection. Parfois, quand on entend ça, on se demande, alors comment est-ce qu'un musée peut ne pas avoir de collection? Ibrahim Tcha, vous êtes directeur et cofondateur de l'écomusée Tata Somba dans le nord du Bénin. C'est un musée un peu typique, puisque c'est un musée qui n'a pas de collection. Racontez-nous un peu quelle est l'essence même de l'existence de votre musée, de votre écomusée. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci à tous. Merci aux participants, aux organisateurs de nous avoir invités à ce webinaire, à cette belle initiative. C'est un plaisir pour nous de partager un peu l'expérience que nous sommes en train de faire sur la possibilité d'avoir un musée de type nouveau. Peut-être que d'autres expériences de par le passé ont été déjà faites, mais nous sommes en train de revisiter comment laisser les objets, comment laisser les collections dans les mains des détenteurs et promouvoir la conservation par la pratique. C'est de là qu'est partie l'idée d'une possibilité d'avoir un musée sans collection. Parce que ce que on devrait mettre dans les vitrines, ce qui n'est pas l'idéal pour nous autres, c'est-à-dire mettre dans les vitrines, déjà, nous sommes en Afrique, nous sommes dans une zone où on n'a pas assez d'électricité. Vous savez tous comment, quel est le coût de conservation, n'est-ce pas, en termes d'énergie des objets. Quand vous voyez les installations dans les grands musées, vous comprenez que l'investissement est énorme. Donc, on n'a pas tous ces moyens, justement, pour s'aventurer à avoir des équipements de pointe pour arracher des objets et les mettre en péril au lieu de les conserver. Donc, on a décidé de les laisser dans les mains des communautés et de travailler à ce qu'elles décident elles-mêmes de montrer ce qu'elles veulent de ces objets-là et de les conserver par la pratique, comme le prédécesseur le disait, par les interdits, par les rites, par les cultes, parce que les objets, quelque part, ont une vie. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. En les mettant dans les vitrines, par exemple, et les exposer comme ça, on leur enlève quand même une certaine vitalité, un certain esprit qui fait que, oui, on peut les visiter, mais pour moi, ce qu'on visite, c'est des objets sans âme. Donc, en laissant les collections entre les mains des communautés et en travaillant à ce qu'elles ne les vendent pas, à ce qu'elles évitent le trafic illicite, en travaillant à ce qu'elles prennent conscience de la transmission à la génération future, on est sûr d'avoir la possibilité non seulement d'avoir ces objets-là très bien conservés à moindre coût, mais d'assurer leur transmission de génération en génération. Donc voilà un peu l'idée que nous sommes en train d'expérimenter à l'écomusée Tata Somba, qui a commencé avec l'architecture que vous connaissez vernaculaire, qu'on appelle la Takienta, mais qui s'élargit aujourd'hui de jour en jour. Et nous sommes en train d'étudier d'autres univers pour voir un peu comment est-ce qu'on peut aller encore beaucoup plus en profondeur par rapport à cette expérience. Merci, monsieur Chan. Alors, vous venez de dire une phrase qui m'a beaucoup intéressé. Les objets ont une vie. Surtout en Afrique, les objets ont une vie. Dans votre écomusée, quels sont les exemples de bonnes pratiques
de collaboration entre musées africains et communautés locales que vous avez déjà mis en place et qui aujourd'hui vous permet de confirmer effectivement cette assertion selon laquelle les objets ont une vie. Oui. Quand vous prenez, par exemple, l'architecture, la Takienta que vous connaissez, vous savez que cette architecture, c'est une architecture qui allie beaucoup de paramètres. Elle est à la fois une œuvre d'art, elle est à la fois un lieu d'habitation, et pour finir, elle est un lieu sacré. C'est-à-dire, elle abrite le monde des vivants et le monde de l'au-delà. Donc, en elle seule, déjà, elle regroupe des aspects assez importants du point de vue du patrimoine, aussi bien immatériel, aussi bien spirituel que physique. Et donc, dans les pratiques en termes d'initiation, en termes de rituels autour de cette architecture, il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de rites qui se font. Et dans le cadre, par exemple, de la mise en place de notre musée, puisqu'on a reconstruit cette architecture, on a travaillé avec les communautés locales de sorte à ce qu'on essaye d'archiver de façon numérique le processus de construction de cette architecture, qu'on essaye de documenter les différentes étapes, qu'on essaye également de cartographier les savoir-faire en termes de personnes physiques qui détiennent encore ces savoir-faire, et justement de conserver ceci de façon virtuelle, pas pour profaner tout de suite, mais pour co-créer avec ces communautés-là ce qu'on peut montrer de ces aspects assez spirituels, de ces aspects je dirais, assez importants pour cette communauté. Donc, c'est de là que je pourrais, pour finir, dire, en termes de collaboration, nous travaillons beaucoup avec les communautés, surtout sur les questions liées à comment est-ce qu'on valorise toute cette technique de construction, cette fois-ci dans un volet beaucoup plus lié au changement climatique, où nous savons que les matériaux de construction modernes sont responsables à plus de 30%, n'est-ce pas, du réchauffement de la planète, alors que nous avons des communautés comme celle-ci qui maîtrisent l'utilisation des écomatériaux. Comment est-ce qu'elles peuvent enseigner ces connaissances pour réduire au moins un tant soit peu la pression que nous faisons chaque fois qu'on utilise les matériaux modernes pour construire les nouveaux buildings. Donc, beaucoup de collaboration aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on met notre musée au cœur de la lutte contre les changements climatiques à travers justement la valorisation des savoirs endogènes, n'est-ce pas, comme solution endogène à la crise climatique. Merci, très cher ami Ibrahim, pour vos éléments de réponse. Je vais revenir tout de suite à Cathy. Cathy, alors dites-nous, pour revenir un peu plus de façon concrète sur Djohamon, comment pensez-vous que Djohamon peut contribuer à la diversité des récits culturels et historiques présentés dans nos musées africains? Alors, je pense que c'est en fait, c'est tout l'objectif, par exemple, de la première formation sur les expressions justement du patrimoine en Afrique. Et donc, le fait de définir ce qu'est le patrimoine africain, comment est-ce que le patrimoine africain est ancré, donc par exemple dans cette notion de sacralité dont on a parlé justement, la symbiose entre le matériel et le naturel, mais aussi la place extrêmement importante de l'immatériel. Tout cela, justement, permet de donner voix donc à de nouveaux récits qui sont peut-être, qui ne sont pas vraiment très connus du public. Comment est-ce que le patrimoine est perçu et vécu en Afrique? Comment est-ce que le patrimoine s'exprime dans les langues locales? Nida on a un peu parlé dans sa présentation avec Daniel Wozni.
Est-ce que le mot patrimoine existe vraiment dans les langues locales? Est-ce que c'est un mot qui est, par exemple, polysémique? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Donc, tout cela, en fait, est très important et a été prise en compte par Djohamond. Par exemple, la notion de temps en Afrique, comment est-ce que le temps est cyclique en Afrique et non pas forcément linéaire comme on en a plus l'habitude. Djohamond permet également donc de revisiter tout ce qui est héritage colonial, mais également de comprendre pourquoi le musée en Afrique est si peu fréquenté. Ça fait aussi partie des défis à relever. Donc, comment rompre... Cathy, vous me recevez? Oui. Comment rompre avec le musée colonial? Comment créer ce nouveau type de musée dont mon collègue vient de parler, par exemple tout ce qui est musée communautaire, mais également tout ce qui est musée familiaux, et aussi, par exemple, depuis 2000, avec l'avènement de tous ces musées panafricains dont l'objectif est donc de retracer le passé de l'Afrique et de montrer la contribution phénoménale de l'Afrique à l'histoire du monde. Oui. Vous me recevez? Oui. Oui, oui. Donc Djohamond permet justement tout cela et vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon, on t'entend bien. Ah, c'est bon, d'accord, bah, très bien. Et donc, au niveau des expressions, donc, Djohamond prend en compte donc tout cela. Comment est-ce que le patrimoine africain est valorisé? Comment le patrimoine africain est rejeté? Qui sont les différents acteurs? Qui sont les différents intervenants? Comment s'effectuent justement les collaborations, que ça soit au niveau institutionnel, les collaborations entre les villes, etc. Et donc, finalement, c'est un programme qui se veut complet. D'accord. Alors, je crois que, je ne sais pas si c'est chez moi qu'il y a un petit souci, mais, ok. Ah. Il y a... De mon côté, c'est bon. C'est bon? Oui. Je pense que c'est... Moi, je ne vous reçois plus du tout, c'est bizarre. D'accord. Donc, très bien. Donc Djohamond permet justement... Donc, Alors, du coup... tout de suite, je m'en vais poser la question qui suit. On a vu que Djohamond, c'est une question, se retrouve finalement sur les aspects de collaboration, de coopération. Monsieur Nyangao, comment est-ce que les partenariats internationaux peuvent-ils soutenir les efforts des professionnels du patrimoine africain? Ok, merci beaucoup pour cette question et merci aussi à tous ceux qui ont participé avec des éléments de réponse aux questions que vous avez posées. En termes de partenariat, je vois déjà que l'exemple de Djohamond est déjà significatif. Voilà, est déjà significatif. Et les partenariats, d'une manière globale, là on est vraiment dans le cadre, dans un cadre beaucoup plus universel, existent. Lorsqu'on considère, par exemple, le contexte de l'UNESCO, voilà, d'une manière générale, avec tous les mécanismes qui sont mis en place à travers les différentes conventions culturelles qui intéressent le patrimoine culturel, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine-là et qui peuvent permettre donc qui peuvent profiter donc aux professionnels africains. Donc, ces partenariats peuvent être axés dans le domaine de la formation, bien évidemment. Voilà. Ces partenariats peuvent être orientés vers la recherche dont je parlais tantôt, parce qui est déterminante aussi pour la connaissance du patrimoine culturel et donc de sa conservation. Ces partenariats peuvent, pour ce qui concerne le domaine des musées et le patrimoine meuble d'une manière générale, être axés sur des échanges et culturels aussi. Et ce que je peux ajouter avec ce qu'il convient d'appeler une sorte d'actualité du patrimoine depuis quelques années, dans le domaine de la restitution par exemple,
à mon avis, il faudra aux professionnels africains et aux musées africains de commencer à penser, à imaginer dans le cadre de ce processus de restitution-là, de nouveaux partenariats. Parce que, comme on le dit ici, la restitution deviendra dans nos législations, si cela est pris en compte, d'autres moyens, d'autres formes d'acquisition pour ce qui concerne le patrimoine culturel meuble. Et il nous appartient, nous, professionnels du patrimoine, dans les musées d'Afrique, d'imaginer un peu quelles sont les nouvelles formes de partenariat qui peuvent être imaginées dans le cadre de ce processus de restitution. Voilà. Merci, Monsieur Belli. Je voudrais, Cathy, toutes mes excuses tout à l'heure. Je n'arrivais plus à avoir la vue sur votre intervention. Mais je vous redonne la parole, toujours pour vous entendre sur cette question de collaboration, de coopération, de circulation aujourd'hui dans les musées, les patrimoines africains. Alors, donc, j'en parlais un tout petit peu. En fait, on a Joamon, justement, aborde les différents types de collaborations qui peuvent exister, que ça soit la collaboration institutionnelle, par exemple, avec l'UNESCO, avec l'AFD, l'AUF, donc tout ce qui est université numérique francophone, mais également tout ce qui est collaboration avec des centres d'études. Donc, que ce soit avec des banques, des ONG, la collaboration avec des centres d'études internationaux. Je parlais tout à l'heure du centre Ahmed Baba de Tombouctou, mais également on a aussi d'autres centres d'études dans toute l'Afrique. Et l'IFRA, par exemple, au Kenya, donc que ce soit l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone. On a aussi ce qu'on appelle la collaboration décentralisée. Et là, il s'agit donc d'un partenariat, par exemple, entre différentes collectivités territoriales. Je prendrai par exemple l'exemple de la ville d'Albi en France et de Abomey au Bénin, donc avec qui ont su justement mener à bien une coopération depuis 2005 d'ailleurs, et donc sur la gestion, par exemple, la gestion sur des problématiques communes comme par exemple la construction en terre, par exemple la mise en place d'applications pour visiter les musées. On a par exemple l'exemple de Grenoble et Ouagadougou. Et donc cette coopération nord-sud est vraiment très très importante, mais également aussi la coopération régionale, donc entre Africains, qui est également un thème très très important qui est abordé par Joamon, et donc on a donc toutes ces différents types de coopération, donc institutionnelle, décentralisée, centres d'études, etc., qui existent, qui ont été mises en place. Et il y a de plus en plus justement cette collaboration entre Africains, parce que je me souviens, il y a quelques années, on disait que les Africains souvent se rencontraient, mais en dehors de l'Afrique, c'est-à-dire dans les réunions qui sont organisées en France ou dans des pays européens. Mais maintenant, il y a justement cette circulation-là au niveau africain, donc les professionnels qui se réunissent souvent, régulièrement au niveau des musées, dans des séminaires, etc., pour échanger sur des problématiques bien africaines également. Merci Cathy. Alors, je vais regarder un peu dans la chat box et voir quelles sont les questions qui ont été posées. Alors, tout de suite, la première question que j'ai, c'est celle de Géraud.
Alors non, c'est plutôt celle de Carly. Carly qui fait remarquer que pour maintenir en vie les objets, dans le cadre de la documentation des collections, qui est une question cruciale aujourd'hui, comment est-ce que cela se passe concrètement? Je crois que la question s'adresse à Ibrahim. Ibrahim? Oui, allô? Oui, je n'ai pas bien suivi la question. Oui. Allô, vous me recevez? Oui, moi j'entends très très bien. Oui, je n'ai pas pu bien entendre la dernière partie de la question en fait. Allô, est-ce que Jean-Paul... Alors, je ne sais pas trop. Moi, je vous vois très bien et j'entends également. OK, que faire pour maintenir la vie des objets? Voilà, d'accord. Donc, comme je le disais dans mon intervention, en fait, et pour nous, la vie des objets dépend essentiellement de leur utilité, de ce à quoi ces objets-là servent dans la communauté. Alors, oui, par rapport à la question de Carly, Carly posait la question en fait de savoir, dans votre musée, comment vous faites de façon concrète à l'écomusée Tatasomba pour documenter les collections, pour maintenir en vie ces objets. Quel est le processus que vous suivez, Monsieur Chan? Oui, nous sommes partis au départ avec l'appui de la Banque mondiale sur un aspect de banque culturelle que beaucoup connaissent ici. Mais par la suite, parce que là, on avait voulu mettre en place cette banque-là qui nous permettrait de collecter des objets auprès des communautés et en retour leur faire des microcrédits pour développer des activités génératrices de revenus. Malheureusement, au fil du processus, on s'est rendu compte que la gestion même du crédit est un autre aspect très important qui nous oblige à avoir des connaissances ou bien de l'expérience en termes de microfinance et autres. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de travail à faire. C'est là qu'on a dit, on décide alors d'inventorier ces objets, mais de les laisser entre les mains des propriétaires, de sorte à ce que dès lors que nous avons des visiteurs qui s'annoncent et qui veulent découvrir ce que nous proposons en termes de collection, on les amène dans l'univers de ces objets-là, mais cette fois-ci d'une manière beaucoup plus intéressante parce qu'au lieu de venir voir l'objet en lui seul exposé dans le musée, on le découvre dans son univers d'utilisation, donc auprès des communautés directement. Mais nous avons une base de données qui nous permet justement, comme tout musée, d'avoir donc des numéros de collection, d'inscrire, de documenter tous ces objets-là qui sont encore dans les mains des communautés, mais qui rentrent dans notre circuit de visite quand nous avons des visiteurs. Vous voyez un peu, donc c'est de cette manière que nous on documente un peu, on essaye de voir l'état de conservation de ces objets-là quand nous faisons les tours, mais de façon spontanée aussi, on peut faire des visites et voir un peu que deviennent ces objets-là chaque fois que nous passons par les villages dans lesquels nous travaillons avec les communautés. Donc, nous avons une base de données qu'on a dans notre centre d'interprétation, mais les objets sont laissés entre les mains des communautés, en fait. Merci Ibrahim pour ta réponse. Je m'en vais tout de suite poser la question suivante, qui est celle. Alors, qui est celle de Monsieur Namessi. Le projet met plus en avant le patrimoine et l'équipe pédagogique. Est-ce que
dans une évolution future, il y aura un autre projet ou une évolution par rapport à la question des industries culturelles. Est-ce que Joamo prendra en compte la question des industries culturelles? Ça, je crois que c'est une question à laquelle Stéphanie pourra répondre. Oui, bonjour à tous. Charles Houdard, donc je travaille au campus de l'AFD, notamment sur la question des industries culturelles et créatives. Donc pour répondre rapidement sur cette question, il y a, enfin voilà, les ICC sont évidemment au cœur des problématiques de développement économique et social, et il y a de nombreux projets aujourd'hui de développement et d'appui aux filières ICC sur le continent africain et pas que, donc avec beaucoup de projets qui sont faits en partenariat avec de nombreux opérateurs culturels sur le continent. Au niveau de la formation, il y a plein de dispositifs qui existent. On va pas les détailler ici aujourd'hui, mais je vous invite notamment à explorer le projet Créafrica qui est mis en œuvre avec l'université Senghor d'Alexandrie et son département culture, et également le système de e-learning Trace Academia que certains d'entre vous connaissent peut-être et qui forme voilà, les publics professionnels ou non aux enjeux des ICC et qui sont voilà, donc dispositif qui est dédié pour cela. Le projet de Joamo, lui, se concentre sur la question des patrimoines et des musées. Merci Charles. Nous nous dirigeons vers la fin de ce premier webinaire. Je vais rapidement poser une dernière question qui m'est venue là tout de suite. Comment est-ce que, au-delà de Joamo, nous allons toujours continuer par travailler ensemble? C'est une question que je me pose et tout de suite, je vais vous donner la réponse. C'est d'abord de nous servir de Joamo, de travailler, de participer aux différents webinaires que nous allons organiser tout au long de l'année, de collaborer, de poser des questions, de suivre notre actualité sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Je vois que dans la chatbox, il y a beaucoup d'interactions et c'est aussi l'un des objectifs visés par le projet Joamo, qui est plus d'interaction entre professionnels du patrimoine, qui est plus d'action, de partage, de collaboration et de coopération entre nous. Et donc, je voudrais, avant de conclure ce premier webinaire, vous remercier d'avoir pris de votre journée, de cette heure-là pour venir échanger avec nous. Je voudrais, avant totalement de clôturer, remercier l'équipe de l'ombre, Stéphanie et Charles, qui a pris la parole tout à l'heure, du campus AFD, Jérôme, Céline et Marie-Pierre d'Overjoy, Monia, Rami, Olivier et toute l'équipe de la fac, et Alissa qui m'a accompagné tout au long de la préparation de ce premier webinaire. Restez connectés sur l'application Joamo, sur notre LinkedIn, pour être régulièrement informés de toutes les actualités, de tout ce que Joamo fait, et donnons-nous rendez-vous pour le prochain webinaire en avril. Ce sera à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des monuments et sites, dont le thème international de cette année est « Catastrophes et conflits à travers le prisme de la Charte de Venise ». Merci à tous pour votre présence et à très, très bientôt. Merci. Merci.